Le système bancaire dans le collimateur. Après le SwissLeaks, voici le livre noir des banques, une enquête à charge, c'est notre grand angle. Souvenez-vous, 2008, la crise financière, il fallait sauver les banques, c'est ce qui a été fait. Les États européens ont signé un chèque de 4 500 milliards d'euros. 7 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? Le jeu a-t-il valu la chandelle? Eh bien non, si on en croit le livre noir des banques paru aux éditions Les Liens qui libèrent, livre publié par Attac et Basta. Cet ouvrage dénonce les liaisons dangereuses entre la finance et la politique, des pratiques douteuses. 64 minutes donnent la parole à deux des auteurs de ce sombre tableau. Dominique Plion, bonsoir. Bonsoir. Et Yvan Duroy, bonsoir. Bonsoir. Alors comme vous nous parlez beaucoup de 2008, d'aujourd'hui aussi, mais vous faites référence à 2008, nous allons y retourner et écouter Jean-Claude Trichet. Il est alors directeur de la Banque Centrale Européenne et c'était la crise. Je vous dirais qu'il faut juger les décisions que nous prenons non pas dans l'instant. Dans l'instant, les acteurs économiques et financiers n'ont pas nécessairement le temps d'analyser les choses, ils sont sur leur lancée. Nous avons donné un signal de confiance dans le fait que nous avons le sentiment que nous pouvons dire à nos concitoyens et aux acteurs des marchés, à l'ensemble de l'économie financière, que nous avons repris le contrôle de la stabilité des prix à moyen terme et que cela nous permet d'abaisser les taux d'intérêt comme nous venons de le faire. Et je dirais que le principal signal de confiance, évidemment, c'est que nous avons abaissé les taux simultanément sur les deux continents européens et américains et, comme vous l'avez dit, dans un grand nombre de pays, dans des conditions de simultanéité absolue. Donc voilà la confiance, un mot fort aussi, sérénité absolue. Une réaction à ce qui vient d'être dit, enfin ce qui a été dit en 2008, Dominique Plion? Ce qui s'est passé après cette déclaration montre que M. Trichet était très optimiste parce que d'abord il y a eu un coût considérable du sauvetage des banques. Vous venez de donner un chiffre, ça représente pour les auditeurs, on peut le dire, 37% du PIB, presque un tiers, plus d'un tiers du PIB de l'Europe. Et deuxièmement, il y a eu une crise économique et sociale absolument considérable. C'est-à-dire que cette difficulté des banques qui ne pouvaient plus financer l'économie parce qu'elles avaient été déstabilisées par la crise, suite aux risques considérables qu'elles avaient pris, eh bien ça s'est traduit par la grande récession, comme on l'appelle, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. On parle de signaux de reprise très timides. Vous vous rendez compte, 2008-2009, et maintenant on est en 2015 et les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre. Donc je pense que non, l'optimisme de M. Trichet était probablement excessif, mais en même temps, c'est le rôle du banquier central que de dire les choses vont bien oui, surtout pour rassurer. Là, il fallait qu'il rassure. Voilà, il est là pour rassurer, mais en fait, déjà à l'époque, nous étions inquiets. On pensait par exemple qu'on aurait une décennie perdue à la japonaise, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se produire vraisemblablement, où on a un risque de déflation, de baisse des prix. Donc on n'est pas sorti d'affaire, contrairement à ce que certains peuvent dire. Oui, il y a eu beaucoup de sommets du G20, il y a aussi eu beaucoup de déclarations en disant que maintenant la finance allait être plus contrôlée, qu'il fallait qu'elle soit plus vertueuse. Alors si on lit votre livre, le livre noir des banques, pour vous rien n'a été réglé, Yvan Duroy, c'est ce que vous voulez démontrer. Pour vous c'est un constat accablant. Oui, là, nous ne sommes plus dans l'instant, comme le disait Jean-Claude Trichet. On est 7 ans plus tard, 7 ans après la crise. Et malgré les beaux discours qui ont été faits par un certain nombre de gouvernements, de chefs d'État et du G20, très peu de choses ont changé. La spéculation effrénée et continue. Les produits dérivés à risque, les produits financiers qui circulent de manière très massive sur les marchés. Les banques continuent d'y investir. Les banques françaises que le discours officiel dit solides, sont des banques systémiques, c'est-à-dire qui menacent la stabilité du système financier mondial. Alors elles ne sont pas les seules, il y en a une vingtaine au monde, mais les 4 grosses banques françaises ont une taille critique inquiétante et continuent de spéculer. Il y a eu très peu de régulation bancaire. Il y a eu une loi française en 2013 qui a tout un débat, une montagne qui a accouché d'une souris, puisque très peu de choses ont été faites. Et les rares régulations, comme par exemple sur les bonus pour les rémunérations des dirigeants ou des traders dans les banques, ont été systématiquement annulées ou contournées ensuite par les banques elles-mêmes. Vous êtes très sévère avec le système bancaire français. Vous dites que c'est un danger public, tout simplement. Dominique Plion, c'est quand même assez fort. Pour reprendre ce qui vient d'être dit, c'est que il y a 29 banques systémiques, c'est-à-dire potentiellement dangereuses pour la stabilité du système financier mondial.
Parmi ces 29, il y en a 4 qui sont françaises. Nous sommes le pays du monde où il y a la plus grande concentration de banques systémiques. Elles font les 3/4 de l'activité bancaire en France. Et donc, si vous voulez, c'est des bombes à retardement parce que comme pratiquement rien n'a changé, ces banques continuent de spéculer comme avant, de prendre des risques comme avant, et qu'elles ont une taille gigantesque. Eh bien, voilà, on est au bord du gouffre et on est sans arrêt, on est sur une poudrière. Voilà. Alors, la crise pourrait ne pas se produire à court terme, mais toutes les conditions sont réunies pour qu'elle se produise un jour s'il y a une étincelle. C'est-à-dire s'il y a une perte de confiance brutale, s'il y a un événement qui se produit, à ce moment-là, nous avons des colosses au pied d'argile. Ce sont des banques qui ont une taille monumentale. Rendez-vous compte, c'est leur taille la taille de BNP Paribas, c'est le PIB, 2000 milliards, c'est l'équivalent du PIB français, la production de richesse par la France pendant une année. C'est la taille. Oui, c'est la taille. Non, il y a deux facteurs qui jouent. C'est d'une part leur taille qui est gigantesque et aussi leur interconnexion, leur interdépendance. Parce que ce qui caractérise ces banques, c'est qu'elles sont étroitement interdépendantes au sens où si l'une d'entre elles va mal, eh bien, elle peut mettre en difficulté les autres banques parce qu'elles se prêtent entre elles beaucoup. Et donc, du coup, elles sont solidaires. Et donc, un effet de domino peut très vite se produire. Et d'ailleurs, c'est ce qui a failli se passer en 2008 quand Lehman Brothers a fait faillite. C'était -1 que l'effet de propagation au système financier mondial se produise. Donc, on n'a retenu aucune leçon. Enfin, les banques, selon vous, n'ont retenu aucune leçon de ce qui s'est passé en 2008. Elles perpétuent le même système ? Ah oui, c'est notre diagnostic, très clairement. Il n'y a pas de changement majeur sur le modèle bancaire. Et il y a un chapitre consacré à la Grèce, évidemment. La Grèce, c'était vraiment l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, enfin, juste au niveau financier notamment. Oui, les banques ont spéculé sur la dette grecque. Et donc, en spéculant sur la dette grecque, elles ont contribué à déstabiliser la Grèce et à en faire un pays encore plus fragile. Ce pays avait des fragilités avant, évidemment, mais là, la spéculation... Mais il n'y a pas que les banques françaises. Il y a les Goldman Sachs, par exemple, a été probablement la banque la plus en pointe. Puis il y a aussi les fonds spéculatifs qui ont joué. Mais les banques françaises ne sont pas les moins actives dans ce domaine. Alors Yvan Duroy, vous dénoncez, entre autres, les liaisons dangereuses entre politique et finance. C'est vraiment un des nœuds du problème ? Oui, parce que selon nous, notre analyse, c'est un des facteurs qui freine vraiment toute tentative de régulation et de réel encadrement des activités bancaires. Quand, en France spécifiquement, vous avez une grande partie des gens diplômés de l'ENA qui ensuite vont travailler à Bercy et 5 ou 10 ans plus tard aller travailler dans une grande banque, ils savent très bien quand ils sont à Bercy, quand ils sont chargés de réguler ces mêmes banques, ils ne vont pas mordre la main qui va leur donner à manger plus tard. Donc il y a un système de pantouflage très fort, en particulier en France. Et aussi au niveau européen, quand on sait que des ministres luxembourgeois vont travailler ensuite à la Deutsche Bank, que des ministres britanniques, notamment Tony Blair, vont travailler pour des grandes banques américaines ou suisses. C'est non seulement en France, mais aussi au niveau européen, que cette consanguinité entre dirigeants politiques et bancaires est très forte. Et c'est un des freins à toute tentative de régulation, clairement. Oui, vous citez aussi Kofi Annan. Il y a beaucoup d'exemples, un peu comme dans Swiss Leaks. C'est vrai que vous citez pas mal de noms pour montrer que c'est vraiment extrêmement fréquent. Oui, on travaille à Bercy, puis on devient secrétaire général de l'Élysée, puis hop, on va dans une banque, puis on revient travailler pour un ministère, puis on repart dans une banque. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, cette sorte d'oligarchie politico-financière puisse avoir assez de recul pour vraiment mettre en place des mesures qui encadrent le système financier ? Alors justement, que faut-il faire selon vous, pour limiter les risques? Est-ce qu'il faut plus de moyens de rétorsion? C'est un peu ce que vous dites, Dominique Lyon. Oui, nous pensons qu'il y a une impunité, en particulier, c'est ce qu'on essaie de montrer dans notre ouvrage aussi. On a fait une enquête auprès de magistrats qui sont certains, ont dû rester anonymes, puis sont encore en exercice, qui nous expliquent qu'on a réduit les moyens humains, financiers, pour ces magistrats qui enquêtent, et qu'en plus il y a ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une enquête, par exemple sur l'évasion fiscale ou sur une faute, eh bien il faut qu'il y ait l'accord et même la décision prise par Bercy. Et très souvent, c'est enterré. C'est-à-dire que Bercy ne donne pas ordre au procureur d'aller de l'avant pour mener des enquêtes. Et c'est pour ça que vous en appelez à l'Europe. Pour ça qu'on en appelle à l'Europe, et qu'aussi on en appelle à des modèles étrangers, parce que c'est la preuve que ce qu'on propose est possible. C'est que, par exemple, au Canada, vous avez un procureur qui est chargé de veiller au conflit d'intérêts. Et donc, il peut être saisi par des citoyens, d'ailleurs, autant que par des entreprises ou par des hommes politiques. Et ce procureur va enquêter et il n'attend pas le feu vert du gouvernement pour le faire. Il est indépendant.
En France, il y a une collusion, il y a une proximité beaucoup trop forte entre l'exécutif et le judiciaire. Les fameuses indépendances des pouvoirs à la Montesquieu n'existent pas. L'exécutif et le judiciaire sont beaucoup trop liés. Alors vous citez le Canada, mais Yvan Duroy, il y a aussi les États-Unis. La solution pourrait venir des États-Unis ? Oui, alors déjà aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des lourdes amendes qui sont tombées contre les banques. Alors on a pas parlé de celle de BNP Paribas qui a été très lourde, 6,5 milliards d'euros pour la violation de l'embargo, notamment au Soudan. Donc aux États-Unis, les banques, quelle que soit leur nationalité, payent de très lourdes amendes. Après, il y a une limite quand même, c'est qu'en général, ce sont des accords transactionnels, c'est-à-dire les poursuites judiciaires, la banque accepte de payer au prix fort, mais du coup, les poursuites s'arrêtent. Donc il n'y a pas de procès. Donc tous ces systèmes de fraude ne sont pas mis dans le débat public, il n'y a pas d'enquêtes qui sont menées à bout. Donc c'est une manière aussi, à un moment donné, c'est une sorte de taxe à la fraude, certes lourde, mais qui n'empêche pas le système de continuer et qui en plus ne l'explique pas à l'opinion publique. Alors cette semaine a éclaté le scandale, SwissLeaks. Donc vous aviez mené votre enquête avant, Dominique Pléon. Est-ce que ça peut faire bouger les lignes ? Est-ce que ça peut lancer plus de transparence, ce genre d'enquête ou pas ? Oui. Non, mais il ne faut pas être totalement pessimiste. Notre livre est un livre à charge, mais en même temps, on montre qu'il y a des avancées puis qu'il y a aussi des possibilités de réforme s'il y avait une volonté politique. On constate aujourd'hui que, par exemple, les pays comme la Suisse, avant même l'épisode de la semaine dernière, ont dû, faire des progrès. Pourquoi ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pays qui est le plus en pointe dans ce domaine, ce sont les États-Unis, qui ont voté une loi qui est une loi qui oblige toutes les banques dans le monde à déclarer les sommes qu'elles reçoivent des ressortissants américains au fisc américain. Donc, et la sanction des États-Unis, si ce n'est pas appliqué, eh bien, c'est que vous ne pourrez plus exercer sur le sol américain. Alors, pour les banques suisses ou françaises ou luxembourgeoises, ne plus pouvoir exercer à Wall Street, c'est évidemment impossible à accepter. Donc, c'est une pression énorme. Et nous, ce que nous disons, c'est que l'Europe devrait faire pareil. C'est-à-dire que les pays européens devraient aller de l'avant. Alors, je disais, il y a des progrès à l'OCDE, qui est une organisation donc, des pays les plus avancés. Il y a en ce moment un travail qui est fait pour une plus grande transparence, pour lutter contre notamment l'évasion fiscale. Mais pour le moment, c'est un gros projet et on attend de voir si ça va se réaliser, s'il y aura la volonté politique d'aller jusqu'au bout dans cette entreprise. On verra ça dans l'avenir. Merci beaucoup Dominique Pléon et Yvan Duroy d'avoir été les grands témoins de 64 minutes. Vous êtes donc les co-auteurs de ce livre enquête, le livre noir des banques, paru aux éditions Les Liens qui libèrent.